Dieu notre Père, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous aider, pour nous assister, pour nous guider, pour le remercier de cette occasion que nous avons encore aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir étudier ces lois de la nature, notamment celles qui concernent le monde spirituel, que nous puissions comprendre ces lois afin de nous mettre le plus possible en harmonie avec elles et ainsi avancer dans notre évolution vers le bien, vers le beau, vers le bonheur. Et que nous ayons aussi des ressources pour surmonter toutes les difficultés naturelles qui se présentent dans la vie de tous les jours. Et que ces lectures, ces études, ces réflexions puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir, que ce soit ce matin, que ce soit des esprits familiers, amis, ou que ce soit des esprits qui cherchent à nous dévier de cette évolution et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Merci encore une fois à tous d'être là. Je suis très content. Hein, on tient hein, les dimanches matins, on avance. La réincarnation, on avait déjà vu les premiers guides d'études, hein, fondement et finalité. On a vu les preuves de la réincarnation. Et aujourd'hui, on va voir le retour à la vie corporelle, programmation de la réincarnation. Hein, comment est-ce que se fait la programmation de notre réincarnation, qui décide qu'on se réincarne, homme ou femme, dans telle ou telle condition, etc. Kardec en avait déjà largement parlé dans ses livres, mais il y a eu énormément de compléments qui ont été apportés par la littérature du Chico Xavier, qui donne beaucoup de cas particuliers, hein, des cas dont on peut comprendre, hein, analyser le pourquoi, l'analyse qui est faite et pourquoi certaines personnes choisissent certains parcours de vie qui, quand on y réfléchit ici en étant incarné, on peut se poser des questions. Mais comment peut-on choisir une existence aussi délicate, aussi difficile, etc. Hein, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et la semaine prochaine, donc, on verra, c'est pas encore Végimon, mais on verra donc la réincarnation. Le dernier aspect, c'est donc de passer par la phase de l'enfance, à quoi ça sert, et l'oubli du passé, pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas de nos vies antérieures à l'état normal. D'accord? Eh bien, allons-y. Donc, programmation de la réincarnation, on va expliquer comment est-ce qu'elle se réalise, hein, quels sont les intervenants, sur quels critères, etc. En quoi consiste le choix des épreuves fait par l'esprit avant de se réincarner. Donc là, vous voyez, ils avancent déjà un peu plus. Hein. Les choix sont en général faits par l'esprit, donc par nous-mêmes. Hein. Et on va expliquer aussi le processus de l'union de l'âme au corps, comment est-ce que se fait, comment est-ce qu'on se réincarne en fait. Hein. À quel moment et comment est-ce que ça fonctionne. Ok. Alors, selon la philosophie spirit, hein, la programmation de la réincarnation, elle peut être élaborée par l'esprit qui désire se réincarner ou par des esprits plus éclairés, spécialement dans ce genre de tâches. D'accord ? Donc, le choix peut être fait soit par nous, soit par des guides spirituels, hein, et qui vont, si nous on ne fait pas le choix, qui vont choisir à notre place ce qui nous est le plus utile à notre avancement. Dans le premier cas, eh ben, l'esprit, donc nous, on choisit nous-mêmes le genre d'épreuve qu'on veut suivre. Et c'est une des belles applications du libre arbitre. Hein. On choisit nous-mêmes de se réincarner homme ou femme, par exemple, hein. Grand ou petit, on choisit de se réincarner en France ou au Congo. Hein. On choisit
de se réincarner dans un corps sain ou alors avec des problèmes ou des maladies dès l'enfance. Et on choisit aussi nous-mêmes de se réincarner dans une condition matériellement confortable ou dans des conditions matérielles difficiles. Donc c'est nous-mêmes qui faisons ces choix. Et ça va même plus loin parce qu'on choisit les principales épreuves qu'on veut traverser pendant notre vie. D'accord? Donc là, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. En revenant en arrière jusqu'à mon enfance, hein, déjà, j'ai choisi mes parents. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces parents-là? Hein? J'avais deux sœurs, enfin, j'ai toujours deux sœurs. Que, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux sœurs? Hein? Et ensuite, ben voilà, j'ai choisi de me renaître en garçon. Bon, ben oui, pourquoi pas. Bon, ensuite, le parcours de vie aussi, hein, que vous regardez toutes les étapes, hein, le fait que, bon, ben voilà, les études se sont passées relativement bien. Mes parents, ils n'ont jamais manqué de rien. Ils ont toujours été. Il n'y a pas eu de gros problèmes dans la famille, etc. Bon, ils n'étaient pas spirites. Hein, moi, je suis spirit. Donc, j'ai choisi de me réincarner dans une famille qui n'était pas spirit. Hein. Prenez l'exemple de Jean-Paul Évrard, hein, que vous connaissez tous, je pense. Ben lui, non, ses parents étaient spirites. Il a fréquenté les activités pour les enfants à Liège, dans le centre spirit, quoi. Hein. Moi, je n'ai pas choisi ça. Hein. Par contre, j'ai choisi à un moment donné, à la fin de mes études, hein, à l'époque où le service militaire était encore obligatoire, hein, ce que les plus jeunes ne connaissent pas, que je voulais pas trop servir les armes, je me suis dit, tiens, je vais servir dans la coopération, hein, je vais faire VSNA. Et puis j'avais un ami, j'ai joué au rugby dans l'équipe de l'école là, où j'étudiais. Et puis là, j'avais connu d'autres collègues, hein, et dont un était VSNA et cherchait un remplaçant. Oui, c'est marrant comme toutes les choses, hein, se font. Et on voit comment les circonstances ont fait que finalement, ça s'est réalisé un peu. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé à faire la coopération au Brésil, hein, montrer une centrale solaire là-bas. Et puis, là, je me souviens encore de l'étonnement des gens qui disent, quoi, toi, tu es français, tu connais pas Allan Kardec? Je dis, non, non, c'est qui? C'était un chanteur, hein, vous voyez? Et puis, bon, ben voilà, j'avais pas trop approfondi la chose dans un premier temps. Ensuite, voilà, marié, hein, là aussi, le mariage, la personne avec qui on s'unit, hein, là où les personnes d'ailleurs, hein, c'est pas par hasard non plus. Hein. Donc ça fait partie de cette programmation. Hein. Et ensuite, les petites difficultés qui ont commencé, hein, dépression, etc., qui ont fait que j'ouvre l'annuaire téléphonique de Récif, c'est quand même un machin qui faisait 5 cm d'épais, hop, tombé sur Fédération Spirit pour appeler un monsieur qui nous a proposé de l'aide, etc., etc., etc. Hein, pour ensuite être dans une situation calamiteuse au Brésil du point de vue économique, hein, quand il y avait 70% d'inflation au mois, hein, j'allais dire par an, non, non, c'était par mois. Et puis donc, retour en France, où on s'est retrouvé dans un désert. On a eu beaucoup de mal à trouver Roger Pérez, qui était à Tours, hein, qui n'était ni à Paris, ni à Lyon, ni à Marseille, et commencer à travailler pour arriver jusqu'ici. Bon, là, je ne parle qu'un seul des épisodes de la vie, évidemment, mais quand je vois ça, et puis le cancer que j'ai eu, par exemple, hein, pour moi, tu vois, ça y est, hein, tu l'as demandé, il est là. Hein, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, hein, quand toutes ces choses-là se sont présentées dans ma vie. Donc là, je vous raconte un peu une histoire personnelle, mais je pense que vous, chacun, quand vous réfléchissez à votre vie, hein, on ne le voit pas toujours. Hein, c'est qu'il faut un certain recul, hein, pour mieux le comprendre et voir comment les choses se sont engrainées, se sont goupillées, les circonstances se sont présentées pour vraiment avoir un parcours de vie qui est en fait celui qu'on avait nous-mêmes programmé avant de se réincarner. Hein.
c'est une petite analyse qu'on peut faire comme ça, rétrospective de soi, hein, et qui permet de voir comment le hasard, hein, le hasard entre guillemets, influence sur les choses. Et je suis en train de lire un livre qui est assez intéressant, je vais vite vous le chercher, il n'est pas loin. Je pense que je vous en avais déjà parlé, hein, de monsieur Philippe Guillemot. Donc c'est un des premiers d'ailleurs qu'il a écrit déjà dans les années 2010. Et là, en fait, il bouscule un peu certaines conceptions, hein, notamment la causalité, hein, de dire que la cause précède toujours l'effet. Hein. Et là, maintenant, je commence un peu à mieux comprendre pourquoi il dit ça, comment il voit ça. Alors, c'est sûr, il se base sur la mécanique quantique avec les phénomènes d'intrication et l'effondrement de la fonction d'onde à partir du moment où il y a l'observateur qui regarde qui essaye de comprendre ce qui se passe. Hein. Mais il l'applique aussi sur... il ne parle pas, par exemple, des esprits, il ne parle pas de réincarnation, il ne parle pas de cette programmation. Mais ce qu'il dit, quand on l'analyse sous le point de vue de ce que je viens de vous expliquer sur la programmation de notre vie, qu'on a choisi nous-mêmes les grandes étapes de notre vie, hein, ça veut dire que quelque part le futur est déjà défini. Hein, les choix qu'on a faits, on sait que, voilà, sauf évidemment si on dévie complètement de la voie 3C, hein, encore une fois par l'utilisation de notre libre arbitre, ce qui est possible. Normalement, et encore là, le fait de dévier, ça fait partie aussi d'un des futurs possibles, hein, c'est ce qu'il dit. Eh ben, on voit que ce futur, il influence sur le présent. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui. Je vais jouer au rugby, pourquoi? Pour rencontrer ce type-là, qui était parti en coopération au Brésil et puis qui avait besoin d'un successeur. Et voilà, hein, c'est comme ça que je suis arrivé sur le poste de VSNA. Donc, vous voyez comment le fait que je joue au rugby avec, avec ce collègue, hein, c'était quelque chose qui était déterminé par le futur. Vous voyez, hein, alors, c'est peut-être un peu simpliste, hein, comme interprétation, hein, mais en fait, plus ça va, plus je vois qu'en fait, c'est un peu comme ça qu'il le voit. Mais quand il dit que le futur influe sur le présent, ce qu'il ne dit pas, hein, c'est que ce futur, il a été décidé dans le passé avant qu'on se réincarne. Vous voyez? Donc ça, c'est l'étape où le spirit, moi en tout cas, hein, alors je ne dis pas que la rétrocausalité, hein, n'existe pas, puisqu'il y a des observations physiques, notamment il cite l'expérience de M. Alain Aspect, où il dit que voilà, l'état futur d'une particule, hein, détermine son comportement dans le présent, hein, et sans qu'il puisse y avoir de variables qui puissent expliquer ce comportement dans le présent. Donc, soit c'est le futur qui agit sur le présent, ou l'autre interprétation, c'est que il y a des informations qui se communiquent entre les particules de façon instantanée, c'est-à-dire indépendante des limites de la vitesse de la lumière. Bon, je résume un petit peu, hein, si ça vous intéresse, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que ce sont des notions qui sont quand même assez complexes, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais quand on regarde à la lumière de ce qu'on voit dans ce chapitre aujourd'hui, hein, les esprits sont clairs, ils disent les grands choix qu'on a faits, hein, dans notre vie, ils vont se produire. Les circonstances vont faire que c'est comme ça que ça va se faire. Donc, à partir du moment où on l'a décidé, hein, dans la quasi-totalité des cas, je dis quasi-totalité parce que, encore une fois, il peut y avoir des exceptions, soit on dévie franchement de la route, soit, par exemple, on a décidé certains événements pour nous aider à évoluer dans un certain domaine, alors qu'on a réussi à évoluer sur ce domaine-là avant que l'événement se présente. Donc l'événement devient, entre guillemets, inutile. Hein. Il peut y avoir entre guillemets, des renégociations, hein, sur cette programmation qu'on fait. Elle n'est pas définitivement gravée dans le marbre. Hein. Mais
ce qu'on peut voir, c'est qu'en règle générale, ce qu'on a décidé de vivre, dans le futur, ça se produira. D'accord? Voilà. Alors, c'est aussi une des choses qui peut expliquer pourquoi certains médiums, par exemple, ils ont la faculté de voir notre avenir, hein, de voir ces décisions qui ont déjà été prises. Vous voyez, en fait, ils ne voient pas dans l'avenir, ils voient les décisions qui ont été prises pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, voilà. C'est une autre manière où on peut expliquer la précognition, comme on dit, hein, ce qu'on appelle vulgairement la voyance, hein, ou en termes spirit, on dit plutôt la clairvoyance, hein, puisque la voyance dans le spirit, c'est le médium voyant, c'est le médium qui voit les esprits. Stéphane? Bonjour Charles, bonjour à tous. Bonjour. Je voulais juste aller dans le sens de ce que tu dis, comme tu le précises, c'est qu'effectivement, il s'agit là de grandes lignes d'une route, mais en aucun cas de décision qui serait déjà actée à l'avance, puisque comme on bénéficie du libre arbitre, il n'y a pas de prédestination qui fait qu'on aurait déjà un roman écrit à l'avance, donc on n'aurait plus de choix à faire et plus de libre arbitre. Et effectivement, de grandes lignes dans la forme sur les choses qu'on a choisi de vivre, mais sans préjuger des choix qu'on fera au moment où ça se déroulera. Tout à fait. Et tu fais bien de parler de ça, Stéphane, parce que ce que j'apprécie beaucoup chez Philippe Guillemont, c'est que lui, il est fervent partisan du libre arbitre. D'accord? Donc, il dit que le futur, il existe déjà, mais qu'il existe sous plusieurs possibilités. Hein, c'est dans la mécanique quantique, hein, une particule, elle va passer dans un trou, dans l'autre trou, ou plus ou moins dans les deux trous à la fois. Hein, c'est en gros ce qui se passe. Mais pour ce qui est de l'humain, il est fervent partisan du libre arbitre, et heureusement. Donc, il est contre ce déterminisme qui prévaut encore dans les milieux scientifiques. Donc, c'est encore un autre terrain sur lequel on se retrouve. Et en fait, quand on regarde son livre et qu'on se met, entre guillemets, dans sa peau, de dire, ben voilà, je suis une peau de physicien je pense qu'il est spiritualiste, hein, il croit en l'esprit, mais il n'est pas spirit, quoi. Hein. Il y a des moments où il utilise des termes ou des concepts qui sont cohérents avec la manière dont il pense, avec ses concepts. Vous voyez, par exemple, quand il dit, quand on voit, par exemple, la complexité de la vie, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de données, hein, au niveau physique qui permettent d'expliquer tout ce qui se passe. Donc, il y a de l'information qui vient du vide. Alors, vous voyez, il dit de l'information qui vient du vide. Mais qu'est-ce que c'est que le vide? Nous, on sait que cette information, elle vient de l'esprit et du Père-Esprit. Mais comme pour quelqu'un qui se place sur un point de vue d'analyser les choses matérielles, eh ben, l'esprit et le Père-Esprit, la semi-matière, tout ça, on ne le voit pas. Donc, on dit ça vient du vide. Hein, puisque dans ce qu'on appelle le vide en physique, si on va par exemple dans l'espace, hein, entre la Terre et la Lune, on dit on est dans le vide. Ben non, on sait que là, il y a du fluide cosmique universel, il y a de la matière périspritale, il y a tout ça. Hein. Donc, on arrive à comprendre ce qu'il écrit en se mettant dans sa peau, hein, et pourquoi il dit le vide, hein, comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui vient du vide, ça paraît contredire la philosophie spirit qui dit, ou les esprits disent clairement, rien ne peut pas générer quelque chose, hein, il y a bien quelque chose. Mais quand on se place d'un point de vue du physicien, le vide, c'est tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est impondérable. Donc, il y a l'esprit et le Père-Esprit en font partie, du moins pour l'instant, hein, en espérant que le Père-Esprit, un jour, puisse être d'une manière ou d'une autre détecté et sortir, entre guillemets, du vide et venir vers, comment dire, une autre forme de matière, quoi, hein, la semi-matière, une matière non einsteinienne, etc. Enfin, c'est ce que la science doit encore conceptualiser. Michel? Oui, Philippe Guillemont, dans une de ses conférences, il explique le futur comme un point sur le GPS, un point où tu veux aller sur le GPS.
Et en fait, après, ben, l'itinéraire, tu choisis celui que tu veux. Bah, c'est Mais ça. ton futur, c'est le point. Alors après, tu peux avoir des étapes, en effet, mais ta naissance, c'est le départ. Le futur, c'est le point final. Et ensuite, ben, tu prends l'itinéraire que tu veux et le temps que tu veux, mais tu vas quand même arriver au point final. Voilà, il Voilà. expliquait ça. Et Donc, je te cite même un autre exemple, hein. Donc, nous, on va venir à Végimont avec Dominique. Donc, on sait qu'on va aller à Végimont. On est inscrit, on veut y aller, on va tout faire pour y aller, hein. Donc, mais est-ce qu'on va y aller avec la voiture de Dominique ou est-ce qu'on va y aller avec la mienne? Ben, je ne sais pas. Et du coup, maintenant, il y a la semaine dernière, il y a Thérèse qui m'appelle, hein, la maman de Yasmine. Tiens, je suis toute seule. Est-ce que vous pourriez passer me prendre à Mutzig? Alors, du coup, ah ben. Dominique, il vient à Belfort pour qu'on passe à Épinal pour monter à Machin, bah, je vais plutôt maintenant aller chez Dominique pour ensuite monter à Mutzig et puis aller à Végimont en passant par l'Alsace, tu vois. Donc, il y a des événements qui arrivent à un moment donné qui font que tu changes la route, hein, tu prends plus le même chemin, mais pour arriver à cet objectif que tu t'es fixé là. Supposons maintenant qu'il y a une pandémie et qu'ils interdisent, comment dire, les grands rassemblements, eh bien, ça va encore une fois influencer sur le. Donc, c'est ce qu'il dit. Notre libre arbitre, en fait, il vient du fait que le futur, il n'est pas unique, il est multiple. Et c'est quand même nous qui choisissons sur ce qu'il appelle l'arbre de vie, hein, sur quelle branche on continue, hein, et quel futur va se matérialiser, va arriver. Mais il dit le futur est multiple, hein, donc il existe déjà, mais il est multiple, et notre libre arbitre consiste justement dans le choix de ce futur où on veut aller. Bon, alors, c'est là où il dit, par exemple, la pandémie, il dit, ben, c'est notre futur qui appelle notre attention sur notre présent pour réfléchir, est-ce que la route sur laquelle on est, c'est bien celle qu'on veut suivre? Donc, il part de la. Alors, c'est là où c'est peut-être un peu discutable, hein, il part de la mécanique quantique, donc ce qui se passe au niveau des particules, il le généralise à un individu, il le généralise aussi aux sociétés en général, tu vois. Hein, pour moi, ça va un peu vite, hein, mais quand on voit ce qu'il a écrit, il lui manque encore justement les concepts spirites pour pouvoir mettre d'autres mots sur ce qu'il appelle vide, ou sur ce qu'il appelle futur multiple, etc., quoi. Voilà. Alors ça, c'était le premier cas, hein, donc c'est le cas qui est quand même le plus courant, c'est nous-mêmes qui choisissons notre vie, d'accord? Dans l'autre cas, c'est-à-dire quand il y a d'autres esprits plus éclairés qui choisissent à notre place, Dieu supplée à l'inexpérience de l'esprit en lui traçant la route qu'il doit suivre, comme tu le fais pour un enfant dès le berceau. Mais il le laisse peu à peu maître de choisir à mesure que son libre arbitre se développe. Donc, le deuxième cas, il s'applique quand? Il s'applique lorsque l'esprit n'a pas encore les moyens, n'est pas suffisamment élevé, n'a pas encore assez d'expérience pour faire ce choix lui-même, hein, puisque la liberté, notre libre arbitre, ne se développe qu'avec notre évolution, d'accord? Euh, Est-ce que l'homme préhistorique, par exemple, il a le libre arbitre? Il l'a pour des choses, assez simples, quoi. Mais pour des choses complexes, il l'a pas. Il n'a pas encore les moyens de raisonner et de faire ses choix par lui-même, même si dans son cas, c'est relativement simple, hein. Le parcours de réincarnation d'un homme préhistorique, hein, de Néandertal, est relativement simple. Mais il y a d'autres cas, par exemple aussi, où l'esprit, il est dans un trouble profond, hein. Vous avez peut-être vu les cas des esprits ovoïdes dans Missionnaire de la Lumière, par exemple, hein. Bon, bah, les esprits ovoïdes que les esprits, justement, réincarnent pour les aider à sortir de cet état. Bah, c'est les esprits qui font le choix de leur vie, puisque les esprits guident, puisque l'esprit qui est dans cette situation de trouble profond n'a pas encore les moyens de faire le choix lui-même. Mais je dirais le cas général, hein, je pense que nous tous ici autour de cet écran, on a très probablement fait le choix de notre vie nous-mêmes. Michel? En fait, oui, on a vu que l'esprit naissait ignorant, simple et ignorant. En Oui. fait, là, il dit, il le laisse peu à peu maître de choisir
à mesure que son libre arbitre se développe. Mais peut-être que ce qui aurait été bien, c'était de rajouter que sa connaissance se développe. Parce Oui, que quand il est ignorant, il ne peut pas savoir, mais au fur et à mesure de ses connaissances, c'est là qu'il va pouvoir faire des choix, peut-être, et que son libre arbitre sera plus maîtrisé, en fin de compte. tout à fait. Et c'est la connaissance qui va suppléer à l'inexpérience, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, on a quand même acquis un certain nombre de connaissances et on va choisir des épreuves, par exemple, qui sont euh, un peu au-delà de ce qu'on est capable de supporter, hein. Quand on met la barre trop haut, ben, on augmente la probabilité qu'on se plante, en gros, ou qu'on la fasse tomber en essayant de sauter par-dessus la barre. Voyez? Et ça, bon, euh, quand on a déjà acquis une certaine évolution qui nous permet de faire des choix, mais pas assez pour avoir toute l'expérience, eh ben, on est encore dans ce parcours de faire des tentatives, de faire des erreurs, qui est justement une partie, une méthode de notre apprentissage pour pouvoir évoluer. Mais le libre arbitre, c'est clair, il se développe que avec l'évolution, il se développe au fur et à mesure de l'évolution de l'esprit. Léon Denis en parle très bien dans le problème de l'être et de la destinée, hein. Pour être libre, il faut le vouloir, hein. Parce que les gens qui se comportent comme des moutons, les gens qui deviennent dépendants de médiums, qui transfèrent, qui quelque part délèguent leur libre arbitre à un médium auquel ils donnent de l'argent et ils vont lui dire il faut que tu me dises ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Bah, vous voyez, c'est une grande erreur, quoi, hein. Ils sont pas libres. C'est quelqu'un d'autre qui va choisir pour eux, hein. La vraie liberté, on la conquiert que avec notre évolution. Si par exemple vous êtes, alors comment il avait appelé ça? J'ai vu récemment, enfin c'était mon neurologue qui me dit qu'il est euh, quelqu'un qui peut pas s'empêcher de consommer. Comment on dit ça? Il a un compulsif ou, enfin bref, il y a un truc dans le genre. Un TOC, Donc un trouble obsessionnel compulsif, c'est ça? voilà, ça doit être ça. Oui. Voilà. Et donc, une personne qui a ce genre de choses n'est pas libre, hein. Ou la personne qui a une addiction en général n'est pas libre. Est-ce que tu es libre d'arrêter ou pas? Bon, il y en a plein qui voudraient, mais qui ne peuvent pas, malgré leurs efforts. Ben, ils ne sont pas libres. Voyez. Dès qu'on se met dans une situation de dépendance de quelque chose, hein, notamment pour tout ce qui est matériel, ah, moi, il me faut absolument ci, il me faut absolument le truc du dernière génération, il me faut absolument je ne sais quoi. Là, maintenant, il y a des voitures X, Y, Z. Maintenant, il me faut tout de suite la voiture X, Y, Z. Ces gens-là, en fait, ne sont pas libres. D'accord? Ils sont conditionnés, hein. Ils sont esclaves, j'utilise un mot un peu fort, de certains phénomènes de mode, de ce genre de choses. La personne qui est vraiment libre, ben, elle est là, elle réfléchit en disant, oui, c'est vrai, ce téléphone est bien, cette voiture est bien, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, j'en ai pas besoin, donc je suis satisfait avec ce que j'ai. Donc voilà, je me satisfais avec ça. Et c'est ça la vraie liberté. C'est quand on n'est pas dépendant de choses, quand on pourrait se retrouver au milieu du désert du jour au lendemain à dire bon ben voilà, je me débrouille, hein. Et ça, moi, je pense que ça va vraiment être un challenge dans le futur, hein, puisque comme les ressources de la Terre se limitent, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui parce qu'on peut le faire. Demain, on ne pourra plus le faire. Alors, les vieux comme moi, dans le passé, ils n'avaient pas ces facilités. Donc, ils savent. Moi, je sais très bien qu'on peut vivre sans smartphone, hein. Je sais très bien qu'on peut vivre sans voiture. Il n'y avait pas beaucoup de voitures quand j'étais jeune, hein, sans téléphone même, hein. Mais quand je prends mon gamin, par exemple, ben, il y a beaucoup de choses qu'il considère comme étant acquises. Le jour où on va lui prendre, ben, ça va faire mal, ça va faire très mal, hein. Alors, je ne dis pas qu'il s'y adaptera pas, hein, mais voilà. Et il va falloir, je dirais, cet épuisement des ressources naturelles de la Terre et ces difficultés croissantes qu'on va avoir d'un point de vue matériel, c'est quelque chose qui va nous pousser vers cette liberté, qui va nous pousser vers cette spiritualité. Stéphane?
Oui, je voulais juste dire qu'en fait, les personnes qui ne sont pas libres, en fait, elles ne sont pas encore libérées, en vérité. C'est plutôt ça le fond du problème. Et après, on a tous un petit peu cette espèce de syndrome de dépendance acquise enfin, de dépendance, ouais, à la technologie. Ça peut être un réapprentissage aussi. Bon, Ouais. ça, c'est encore un autre domaine, mais c'est vrai que aujourd'hui, on est quand même, on a une certaine dépendance de fait à certaines technologies et effectivement, l'adaptation nécessaire aux ressources telles qu'elles vont évoluer dans notre planète nous interrogera sur notre capacité à nous adapter, oui. Ben, c'est ça, c'est ça. Et après, bon, alors, vous voyez, c'est pas non plus, effectivement, tu as raison, Stéphane, c'est pas, le être libre, ça veut pas dire être réfractaire au progrès, pas du tout, hein. Vous voyez, là, on a des ordinateurs, on se connecte, on fait des conférences, il y a des ressources technologiques, hein, il y a, quand on est passé à la fibre dans le quartier, j'étais un des premiers à la prendre, hein, pourquoi? Bon, bah, pas que la DSL ne marchait pas, mais bon, c'est du cuivre alors que la fibre, c'est du verre, hein, et ça consomme beaucoup moins en termes de alors que et puis comment dire? C'est beaucoup plus stable, il y a beaucoup moins de perturbateurs, comme il y avait avant. Hein, des interférences, etc. Donc, ça ne veut pas dire être réfractaire au progrès, pas du tout, hein, parce qu'il y a du progrès durable et sain, hein, des choses où on progresse, mais qui consomment moins d'énergie, qui sont plus propres, qui sont plus respectueuses de la nature. C'est clair, hein, le spirit n'est pas contre le progrès, le spirit n'est pas contre l'intelligence artificielle, pas du tout. Pas du tout, hein. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, Guillemot, il en parle, ça n'intelligence que le nom, hein. C'est, comment dire, des algorithmes qui ont été programmés et qui font ce pourquoi ils ont été programmés, point barre. Même si pour nous c'est surprenant puisque on considère qu'ils font des choses, que l'IA fait des choses intelligentes, hein. Mais en fait non, elle fait ce pourquoi elle a été programmée. Donc on n'est pas contre. Aujourd'hui, si vous voulez, l'IA pour le spiritisme, et j'ai eu le témoignage hier, hein, par Fabio de Bruxelles, que certains d'entre vous doivent connaître. Lui, maintenant, pour traduire les livres, il utilise l'IA. Il n'utilise même plus Google Translate. Et pourquoi? Parce qu'il se rend compte que l'IA, en fait, traduit beaucoup mieux les livres. Alors, il faut toujours la relecture derrière, évidemment, et heureusement, hein, mais tout le travail, hein, le dégrossissage du travail, il est fait de manière excellente par l'IA. Donc, vous voyez, on utilise déjà l'IA dans le spiritisme pour traduire des livres du portugais, hein. Et un livre qu'on est en train de traduire et qu'on va bientôt éditer, c'est celui de Richard Simonetti, La médiumnité, tout ce que vous devez savoir. Vous voyez? Donc, qu'il est en train de traduire, qu'ils sont en train de terminer de traduire avec l'IA. Donc, le spirit n'est pas contre le progrès, mais il faut que ce soit, le spirit, il est contre le superflu, d'accord? C'est le débat entre le nécessaire et le superflu. C'est là où celui qui sait se satisfaire du nécessaire, celui-là, il est vraiment libre. Voilà donc pour la programmation de la réincarnation. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui dirige l'esprit dans le choix des épreuves qu'il veut subir? Réponse, il choisit celles qui peuvent être pour lui une expiation par la nature de ses fautes et le faire avancer plus vite. Les uns peuvent donc s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage. D'autres vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune et de la puissance, bien plus dangereuses par l'abus et le mauvais usage que l'on en peut faire, et par les mauvaises passions qu'elles développent. D'autres, enfin, veulent s'éprouver par les luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice. Donc là, vous avez quelques exemples de choix qu'on peut faire, hein, Livre des Esprits, question 264. Alors, c'est vrai qu'il y a des choix, je ne veux pas dire qu'ils sont imposés, mais tout ce qui découle de la loi de cause à effet, hein, par exemple, quand je reprends mon exemple personnel, le cancer que j'ai eu, ben, je sais très bien que c'est pour résoudre des lésions périspritales d'abus que j'ai commis dans les vies passées. D'accord? Donc ça, c'était, je ne veux pas dire un choix imposé, mais pratiquement, quoi, hein, pour me défaire
de ces lésions au niveau de mon père-esprit, ben, il m'a fallu ce cancer. Et ce cancer, alors j'espère, il m'a peut-être guéri. Hein, c'est-à-dire il a guéri, la maladie a guéri mon père-esprit. Voyez, ces imperfections, ces fluides que j'avais ont été drainés dans l'organe qui a été retiré, en fait. Hein, c'est comme ça que ça a été résolu d'un point de vue chirurgical. Donc, il y a parfois certaines, comme quand il parle surtout des expiations, hein, de sentir dans notre peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres, hein, ces choses qui sont amenées par la loi de cause à effet, bon, elles sont, je ne veux pas dire imposées, mais pratiquement. Quand vous vous tapez avec le marteau sur votre doigt, ben, vous n'avez pas le choix d'avoir mal ou pas. Vous avez mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le parallèle qu'on peut faire. Et donc, voilà, il y a certains choix qui viennent comme ça. Mais les autres choix, on les fait de façon tout à fait libre. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on choisit des épreuves difficiles, hein, pourquoi est-ce qu'on choisit des expiations? Ben, c'est pour nous faire avancer plus vite. Hein, ça nous ramène à la loi de destruction, hein, dans le livre 3e du livre des esprits, où Kardec demande, mais pourquoi il y a des tremblements de terre, pourquoi il y a le choléra, pourquoi il y a le Covid, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Ben, les esprits répondent, c'est pour faire avancer en quelques années ce qui autrement aurait mis des siècles. Hein. C'est dans ces situations difficiles qu'on se remet en question et qu'on avance. Alors que si on était resté dans la facilité, c'est pas qu'on n'aurait pas avancé, mais on aurait avancé nettement moins vite. D'accord? Et ça, au moment où on fait les choix, quand on commence à discuter avec nos guides spirituels pour définir notre parcours de vie, hein, ben, ce sont des choses qu'on voit, hein, quand on est dans le monde spirituel. Et après, ben, une fois ici sur Terre, c'est vrai que souvent on se pose des questions, mais pourquoi si? Pourquoi est-ce que chaque fois je suis dans la poisse? Pourquoi est-ce que chaque fois que j'arrive à sortir un peu de la mouise, j'y retombe, etc. Des choses, des fois, quand on a le nez dans le guidon, on ne s'en rend pas toujours compte. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est comme ça, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce sont des choses qui sont justement utiles, hein, pour nous faire avancer plus vite. Voilà. Alors, par exemple, il donne, hein, ben, on peut choisir une vie de misère et de privation, hein, c'est chaque fois les difficultés, essayer de la supporter avec courage. Alors c'est dur, hein, parce qu'il y en a qui se révoltent, Dieu est injuste, etc. Donc qui réagissent pas comme ils devraient. Et d'autres, l'inverse, quoi, qui demandent la fortune et la puissance. Et les esprits commentent, ben oui, ben, c'est sûr, c'est plus tentant, a priori, on se dirait, ah oui, moi je veux ça. Mais du coup, est-ce que si j'avais la force et la puissance, est-ce que je ne tomberais pas dans les excès d'avoir une Porsche, une Maserati, je sais pas quoi, dans mon garage, machin, de tomber dans le superflu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que si j'avais vraiment de la puissance, est-ce que j'en aurais pas abusé? Est-ce que j'aurais pas succombé à toutes ces pressions de corruption à droite, à gauche? Ben, c'est ce qu'on ne sait pas. Hein. Si j'avais été allemand en 17 à Leidenstadt, comme disait Goldman, hein, est-ce que j'aurais été différent de ces gens-là? Hein? Mais il a tout à fait raison, quoi. Hein. Donc, le choix de la fortune et de la richesse, c'est un choix qui est risqué, hein, entre guillemets. Parce qu'on peut, si on fait des bêtises, on peut s'endetter encore plus qu'autre chose. Voilà. D'autres, enfin, veulent s'éprouver par des luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice. C'est pour ça qu'il y en a qui naissent dans des bidonvilles avec des trafics de drogue, etc. Ou dans les bidonvilles, aujourd'hui, on peut parler des quartiers populaires dans nos grandes villes. Hein. Voilà, et on a des exemples, hein, de personnes, d'esprits qui se sont réincarnés dans des conditions extrêmement difficiles et qui s'en sont hyper bien sortis, qui ont résisté à ça, alors que d'autres, bon, ben, se sont laissés entraîner, sont tombés, ont succombé, comme il dit, au vice. Voilà. Donc, ce sont quelques exemples du choix qu'on peut faire. Après, si vous lisez Missionnaire de la Lumière, vous avez beaucoup plus de cas, beaucoup plus de détails. Déjà, dans nos solars, il y en a quelques-uns, hein, quand ceux qui hébergeaient André Louis
notamment la mère qui décide de se réincarner. Il y a tout un chapitre qui explique, voilà le choix que j'ai fait, pourquoi. Maintenant, reste donc ici, tu es donc mieux ici. Non, non, il faut que j'y aille, etc. Hein, donc, il y a Missionnaire de la Lumière qui l'explique bien aussi. Et il y a un autre livre, par exemple, comme Et la vie continue. Hein, vous l'avez peut-être lu ou même vu le film. Ben, c'est pareil. Hein, c'est là où on voit que pourquoi les ennemis se réincarnent comme enfants déjà dans cette vie, ou le spolié, hein, celui qui a été spolié par quelqu'un, qui se réincarne comme fils, donc comme héritier de celui qui a spolié et qui quelque part retrouve son bien. Enfin, il y a plein de situations qui sont illustrées et je vous conseille vivement cette littérature parce qu'elle est très très bien. Il y a aussi les romans, hein, il y a 2000 ans, donc, où Emmanuel raconte ses vies à lui, hein, quand il était le pouvoir, sénateur romain. Hein, il a rencontré Jésus, etc. Et il est resté complètement insensible, il s'est lavé les mains autant que Pilate et tout. Et puis la vie suivante, qu'est-ce qu'il a choisi? C'est d'être esclave. Hein. Et les vies suivantes, qu'est-ce qu'il a choisi? C'est avec Christ. 2 fois, il s'est fait bouffer par les lions ou brûler dans les arènes, hein, quand il était premier chrétien. Hein. Là, ça vous donne une idée, une meilleure illustration, hein, du pourquoi, du comment de ces choix et le résultat qu'il y a derrière. Voilà. Alors, comment se produit, à quel moment l'âme s'unit-elle au corps? Alors ça, c'est une question assez fondamentale. Hein. C'est une question qui a des conséquences assez fortes. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent lire le premier livre des esprits, la première version qui est sortie en 1857, hein, c'était pas tout à fait comme ça. Hein, la réponse n'était pas la même. Cette réponse modifiée et corrigée, elle est apparue dans la révision du livre des esprits de 1860, hein, celle qui est avec le 1019 questions, celle qu'on a encore aujourd'hui. La réponse des esprits, c'est l'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. Donc, vous voyez, la réponse, elle est très claire. L'union commence à la conception. Hein. Et je dirais même plus, la réincarnation se prépare, comme on l'a vu dans ce qu'on vient de voir, hein, avec la programmation de la réincarnation. On choisit nos parents, on choisit les épreuves de vie, on choisit d'être garçon ou fille et tout, avant même la conception. D'accord? Puisque dans Missionnaire de la Lumière, on vous parle de cartes chromosomiques qui sont faites. Hein. Vous voulez être garçon, il faut un X, un Y, il faut voilà. Ah, vous voulez être blond avec des yeux bleus, il faut un machin, tel truc. Donc ils font et puis donc ils vont choisir dans tout ce qui est disponible au niveau du patrimoine génétique du père et au niveau du patrimoine génétique de la mère, pour faire de sorte que le mois de la conception, c'est le bon ovule qui va se libérer de l'ovaire, hein, puisque vous savez que les ovules existent déjà, existent déjà et se libèrent petit à petit, et que ce soit le bon spermatozoïde qui arrive le premier, c'est par magnétisme ou autre, et pour donner exactement cette carte chromosomique que vous avez prédéfinie avant votre naissance. Hein, pour savoir si vous êtes garçon ou fille. Tout ça, ça se détermine à ce moment-là. Ce serait un autre spermatozoïde qui irait ou une autre ovule qui était descendue. Vous auriez peut-être une situation différente. Hein, mais non, le hasard n'existe pas dans ces choses-là. Donc, l'union est préparée avant la conception et elle commence à la conception. À partir du moment où il y a l'ovule fécondé, il y a déjà le lien, hein, avec le Père-Esprit de l'Esprit qui se réincarne. Et c'est grâce à la présence de ce Père-Esprit, vous avez vu aussi dans Missionnaire de la Lumière qu'il y a tout un processus, hein, qui fait que le Père-Esprit, qui a la forme humaine adulte en gros, hein, est réduit, hein, par les esprits qui s'occupent de ce travail de réincarner, de nous aider à réincarner. Hein, pour que le lien se fasse avec un ovule, et ensuite, quand l'ovule se divise, c'est le développement du fœtus, hein, de l'embryon,
du zygote, hein, je ne sais pas comment on l'appelle, le fait que ça va en 3D pour faire les mains, les bras, et puis tout en fonction pour faire les os, le cœur, les muscles, le cerveau et tout ça, c'est grâce à la présence du Père-Esprit. L'embryogénèse n'est pas expliquée par la médecine matérialiste aujourd'hui. Ils ne savent pas expliquer. Hein. La mère, alors il y en a qui disent c'est l'influence de la mère, mais bon, la mère, c'est une femme et pourtant le bébé, ça peut être un homme. Hein. L'ADN de l'embryon est différent. Il est compatible, évidemment, hein, par les analyses génétiques, on arrive à voir comment dire, les troncs communs entre les parents et l'enfant, mais il a son ADN spécifique à lui. Son ADN n'est pas égal à celui de la mère. Donc, tout ça explique hein, le fait de dire que la conception commence la réincarnation commence dès la conception, nous permet, hein, par la présence du Père-Esprit, d'expliquer comment se fait l'embryogénèse. Hein, ce développement, cette multiplication cellulaire, cette spécialisation des cellules souches se fait grâce au moule qui est là, hein, le principe organisateur qui est le Père-Esprit. D'accord ? Après, il dit comment dire, l'union n'est complète qu'au moment de la naissance. Hein. Bon, ben voilà, il y a des fois des naissances à terme, des naissances prématurées. Bon, l'esprit, il est déjà là, hein, en fait, et c'est vrai que c'est à partir de la naissance qu'il y a tous les automatismes qui se mettent en place, notamment au niveau de la respiration, de l'oxygénation, voire même de l'alimentation et tout, qui avant se faisait par le cordon ombilical à travers la mère. C'est vrai qu'au moment de la naissance, il se passe quand même un certain nombre de choses, hein, et même quand ils disent qu'elle est complète, est-ce qu'elle est vraiment complète? On sait que les enfants en bas âge sont, entre guillemets, leur esprit est assez libre hein, jusqu'à l'âge de 7 ans. Ils jouent souvent avec des amis imaginaires. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de dire que ça commence qu'à la conception. Et une des conséquences importantes de ça, c'est de dire, par exemple, quand on réfléchit sur la question de l'avortement, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande majorité de personnes qui disent, même si l'avortement est légal, qu'il vaut mieux essayer de l'éviter, hein, puisque c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant. Et là, d'un point de vue spirituel, on comprend mieux, puisque l'esprit qui doit se réincarner dans le corps au moment de l'avortement, hein, même si c'est fait avant, je ne sais plus combien de semaines, suivant la loi française, hein, ben, l'esprit est déjà là. Hein. Donc, avorter, ça veut dire faire sortir l'embryon, mais faire aussi sortir l'esprit de l'embryon qui entre guillemets, était le sien. Donc, on voit que d'un point de vue spirituel, c'est pas une bonne chose, l'avortement. Il vaut mieux effectivement tout faire pour l'éviter. Hein. Et la raison, en fait, elle est là. Hein. C'est que c'est pas une partie du corps de la mère, mais c'est un esprit tiers et indépendant qui est déjà présent dans ce corps. L'embryon, en gros, n'est plus une chose, c'est déjà un être vivant. Stéphane? Oui, je voulais juste dire sur la question de l'avortement, en fait, dans une société parfaite, ce qui n'est pas la nôtre, on ferait tout pour éviter les situations qui conduiraient à l'avortement, en fait. C'est Et c'est ça. ça le cœur du problème. C'est vrai. Et quand on regarde les statistiques, hein, il y a une grande majorité de personnes qui disent oui que l'avortement doit être légal. Bon, il y a une majorité en faveur de l'avortement qui est même mis dans la Constitution maintenant. Hein, bon, voilà, les lois humaines ne sont pas forcément toujours en phase avec les lois naturelles ou les lois divines, mais avec le temps, elles y viendront. Hein. Mais il y a aussi une majorité de gens qui disent c'est quand même quelque chose qui est traumatisant. Hein. Il y a des cas de stress ou de syndrome, de dépression post-avortement. Hein. Et encore une fois, d'un point de vue spirituel, on le comprend. Hein. Cet esprit qui était là, qui était en train de se réincarner, qui se retrouve, entre guillemets, expulsé, bon, est-ce que c'était un bon esprit? Auquel cas, il pardonnera, il n'y aura pas plus de conséquences que ça. Mais si c'est un esprit qui, après, en veut à ceux qui ont décidé de l'avortement, ben, il peut les obséder. Vous voyez, il peut y avoir des problèmes sérieux.
Donc, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Et alors, en France, bon, c'est sûr, l'avortement est légal. Hein, donc, je ne parle pas ici d'une condamnation, hein, pas du tout. Hein, là encore, la liberté est là. Mais on dit, attention, réfléchissez avant de le faire. Essayez de tout faire pour l'éviter. Et si, vous avez déjà, enfin, pour les personnes, puisque quand vous avez, aujourd'hui aussi, si vous avez 100 femmes devant vous, il y en a au moins 40, il y en a 40 qui ont avorté au moins une fois. Hein, donc, en France, c'est vraiment c'est l'ordre de grandeur. Donc, on ne peut pas condamner ces personnes, hein, pas du tout. Ce serait un manque de charité. Mais il faut leur dire, bon, effectivement, ce n'était pas la meilleure des choses à faire. Et bon, il y a des moyens de se rattraper. Certains se rattrapent en ayant un autre enfant. Hein, c'est un cas qu'on a eu dans le groupe Athan, hein, où une des personnes, son gamin de 3 à 4 ans, il savait à peine parler, lui a dit comme ça, lui a un jour balancé en pleine figure, tu sais, je suis déjà venu une fois, tu n'as pas voulu de moi, mais tu vois, je suis revenu. Hein, et effectivement, elle avait avorté avant. Hein. Donc, un enfant de 4 ans, ça l'a un peu remué, quoi. Hein. Voilà, c'est pas la meilleure des choses à faire, mais il y a toujours moyen de se rattraper. Hein, c'est ça, et même déjà dans cette vie. Hein, donc voilà. Donc soit en ayant un autre enfant, soit en s'occupant d'enfants dans des crèches ou en aidant des associations qui aident des enfants, etc. Voilà, on peut toujours commencer. Voilà, quand on fait une erreur en général, quelle qu'elle soit, hein, plus tôt on commence à réparer, mieux ce sera. Stéphane? Oui, pour prolonger ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, c'est ça qui me pose problème, c'est qu'on fait souvent peser la question de l'avortement sur la femme qui prend cette décision. Or, Non. ouais, oui, mais c'est souvent ce qui se passe dans les faits. Je veux dire, Oui, oui. même si on le dit pas, c'est implicite et ça, c'est quand même dérangeant parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans un monde parfait, on n'aurait pas des problèmes, d'enfrein, comment dire? De perturbation de la liberté des uns et des autres parce que parfois, ben, une femme peut, tomber enceinte parce qu'elle a été violée. Donc si le libre arbitre a été respecté, cette situation ne devrait pas se produire. Si on a conscience que un enfant à naître qui va arriver, ben, s'il y a un avortement, ça peut poser problème effectivement pour tout ce que tu as dit. On réfléchirait autrement, la question de la contraception, dès le plus Mm. jeune âge. S'il y avait une véritable éducation sur ces choses-là, en fait, il y aurait même pas question d'avortement parce qu'il y aurait pas ces situations-là et Mm. une fois de plus, dans un monde comme le nôtre, eh ben, l'avortement existe parce qu'on est dans un monde imparfait et que bien sûr le libre arbitre, peut conduire à devoir avorter, pour les situations que j'ai citées. Mais c'est vrai que moi, c'est ça qui me dérange un petit peu, si tu veux, même si c'est pas dit, mais implicitement, on fait toujours porter la charge sur la femme qui peut effectivement parfois, dans son libre arbitre, ben, avoir été, dans des situations où elle va porter un enfant qu'elle n'avait pas désiré, ne pas avoir fait attention aux moyens de contraception peut-être, voilà, par un problème d'éducation ou de légèreté ou aussi pour des situations qu'elles ont subies et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui mérite, comme tu le dis, ben, de 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 toujours prendre du recul et de Mm. rester, encore neutre, mais tout en mettant les ressorts, de l'incarnation et de ce que ça peut conduire pour l'esprit, hein, qui subirait, ici, la situation d'avortement dans sa chair. Exactement. Hein, et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez les médecins qui conseillent l'avortement, vous avez les assistants sociaux, vous avez les parents, vous avez le conjoint, hein, ou le partenaire. Hein. Voilà, comment dire, les lois naturelles font que la responsabilité in fine sera portée en fonction de l'influence qui a été faite sur le choix. D'accord? Et c'est là où on voit que ce sera pas des fois, ce sera pas, la femme aura une part de responsabilité extrêmement faible sur l'acte de l'avortement, hein, qu'elle a plus subi que choisi dans ce cas-là, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est là où il faut être très clair, c'est un problème de société, ça concerne tout le monde évidemment, et surtout pas que les femmes, hein, ça c'est clair. Mais bon, tu as aussi tout à fait raison en disant qu'aujourd'hui, par l'éducation, le spiritisme n'est pas contre la contraception, hein, contrairement aux catholiques ou à certaines religions, le spiritisme n'est pas contre. La contraception fait partie de la liberté. Hein. À partir du moment où il y a une pilule anticonceptionnelle, ou à partir du moment même où il y a un stérilet, c'est un choix qui est fait. Hein, et donc,
voilà, c'est quelque chose qui est connu à l'avance, hein, même par les esprits qui peuvent se réincarner, hein, qui peuvent vouloir se réincarner. Ça, bon, ben, non, là, ça sert à rien parce que c'est pas possible. Donc, c'est un respect qui se fait du libre arbitre de chacun. Mais une fois que, je dirais que après la conception, ben là, c'est effectivement déjà trop tard, quoi. Le mieux, c'est quand même de le laisser naître. Même dans les situations extrêmes, comme tu as cité, hein, le viol ou un enfant qui a des malformations détectées en phase prénatale, etc. Il vaut mieux les laisser naître, même si la femme, et puis ça c'est bien, ou les parents, hein, ont le choix de ne pas le garder, hein. Vous avez en France des lois qui sont bien faites avec les accouchements sous X et l'assistance sociale qui prend les enfants en charge avec 10 fois plus de candidats pour adopter que d'enfants adoptables, etc. Donc voilà, idéalement, il faut le laisser naître. Et moi, je me mets même plus loin en disant oui, mais ça va porter préjudice à ma carrière et tout. Eh bien, on paye, on rembourse, on compense. Hein, mais il faudrait que notre société, effectivement, respecte la liberté, mais voilà, de tous, quoi, y compris de l'esprit réincarnant. Donc, en l'occurrence, même s'il est indésiré, ben, de le laisser naître. Et puis pour les malformations en bas âge, prénatal, il y a des cas aussi, hein. Et ça, c'est un cas qui a été rapporté justement par l'auteur que je vous citais tout à l'heure, Richard Simonetti, qui est excellent, hein, qui cite un cas qui s'est présenté dans son groupe Spirit à Bauru, où il y a un couple qui fréquentait le centre, où il a été détecté en phase prénatale que l'enfant souffrait d'anencéphalie. Et donc, c'est un des cas, je crois que c'est un des rares cas au Brésil où l'avortement est autorisé, hein. Il y a l'avortement médical, hein, quand la femme, comment dire, court un risque grave de mourir par le fait de sa grossesse, hein. Donc ça, c'est plus un IVG, c'est un avortement médical, hein, euh, et donc, ils auraient pu avorter, mais ils ont refusé. Ils ont dit non, il est anencéphale, mais on va le laisser naître. Et donc, la grossesse est arrivée à terme, le bébé est né, évidemment, il est mort dans les heures qui ont suivi la naissance, hein. Même s'il y a eu un cas d'anencéphale qui a vécu pendant 3 ou 4 ans et qui est mort de grippe ou de quelque chose de tout à fait différent que sa malformation, hein. Et un peu plus tard, hein, ce même couple, il y a un esprit qui leur a laissé une communication en disant merci de m'avoir laissé naître. Là maintenant, les problèmes que j'avais au niveau de mon père-esprit, ça a pu être drainé dans cet organisme avec cette malformation. Et je vais revenir me réincarner chez vous dans un corps sain. Vous voyez, donc, même les cas d'anencéphalie ou de malformation à la naissance et tout, il vaut mieux laisser faire la nature, hein. Il vaut mieux laisser faire la nature, puisque il y a eu là une utilité au niveau péresprital pour guérir l'esprit qui se réincarnait, hein. Alors, j'ai cité mon cas où j'ai eu un cancer. Ben, bon, c'était pas une malformation, c'était peut-être un peu moins grave, mais après, il y a des lésions périspritales qui sont graves et qui ont besoin de drainer, hein, dans la matière, dans un corps, des choses qui sont un peu plus difficiles, un peu plus lourdes. Voilà. Alors, donc c'est pour ça que je me disais, c'est une question fondamentale parce qu'il y a une conséquence au niveau sociétal. Donc pour le jour où vraiment on comprendra ça, je pense que voilà, l'avortement sera vu d'une façon complètement différente que ce qu'elle est vue aujourd'hui. On dit bon ben j'ai une verrue, je l'enlève, quoi, hein, une partie de mon corps. Ou une tumeur. Non, là, c'est vraiment un organisme tiers avec son ADN à lui dans lequel il y a un autre esprit qui est incarné. Voilà. Alors, lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation, hein, donc comme on l'a vu, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son père-esprit, le rattache au germe vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception, hein.
avec une préparation avant même le moment de la conception, comme on l'a vu. À mesure que le germe se développe, le lien se resserre, sous l'influence du principe vital matériel du germe, donc il y a du fluide vital aussi, hein, le père-esprit, qui possède certaines propriétés de la matière, s'unit, alors il dit molécule à molécule. Donc on pourrait dire cellule à cellule, mais c'est peut-être quand même molécule à molécule, hein, parce qu'une cellule est composée de beaucoup de molécules, hein, avec le corps qui se forme. D'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son père-esprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre. Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète et alors il naît à la vie extérieure. C'est ce que Kardec explique dans la Genèse. Alors pourquoi molécule à molécule et pas cellule à cellule? Ben parce qu'on voit que aujourd'hui, hein, avec les théories de Penrose et Hameroff, comme je vous en ai parlé, hein, complétées par Célia Dantas, que l'interaction entre le père-esprit et la matière se fait au niveau de nanostructures, hein, qui sont les microtubules, hein, qui existent dans les cellules, notamment dans le cerveau. Et donc là, les microtubules, ce sont des molécules, hein, ce ne sont pas des cellules. Donc vous voyez, le molécule à molécule d'il y a 160 ans, il est peut-être, ou d'il y a 100, pas tout à fait 160 ans pour la Genèse, il est peut-être juste, hein, même si on pourrait a priori se dire les cellules, ce sont des monades, hein, chaque cellule est animée par une petite composante spirituelle, hein, un petit musicien dans un orchestre, hein, le chef d'orchestre qui est l'esprit qui assure la cohérence de l'ensemble. Hein. Maintenant, c'est peut-être effectivement molécule à molécule. Voilà. Et donc, là, vous avez l'explication de comment le Père-Esprit s'incarne, hein, dans cet embryon en formation, dès la conception. Voilà. Il y a besoin de fluide vital, hein, et il y a besoin de ce principe organisateur qui est le Père-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit à ce moment-là? Est-ce que l'esprit qui est en train de se réincarner, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était réduit, il était préparé justement pour cette phase, eh bien, dès l'instant de la conception, le trouble commence à saisir l'esprit, averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Et ce trouble va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. Donc, en gros, l'esprit qui est en train de se réincarner, il est dans une phase de trouble. Alors, il peut quand même, il jouit encore d'une certaine liberté, au moins au début, hein, puisque le développement de l'embryon, ce sont des mécanismes qui sont, entre guillemets, automatiques, hein, et donc dans lequel l'esprit peut éventuellement se communiquer dans une réunion médiumnique, hein, c'est déjà arrivé. Mais après, il y a une période où, si vous voulez, il est tellement pris, hein, dans ce trouble, ben, qu'il ne pourra pas se communiquer. Il faudra attendre un peu plus, une fois qu'il sera réincarné, pendant la phase du sommeil, hein, où il pourra éventuellement se libérer pour, hein, c'est les communications des esprits de vivants, comme il y a aussi eu des exemples. Voilà. Bon, ben, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça fait sens? Alors, j'ai vu récemment, hein, donc, le principe de l'avortement inscrit dans la Constitution. Bon, est-ce qu'il y a moyen de se... Bon, c'est dommage, hein, parce que en tant que spirit, on voit que on sait en général, hein, que les lois humaines ne sont pas toujours en phase avec les lois naturelles ou les lois divines. Hein. Pendant longtemps, la loi autorisait l'esclavage, autorisait plein de choses, donnait des privilèges à certains, etc. Hein. Bon, toutes ces choses-là ont au fur et à mesure disparu de nos lois. Hein. Aujourd'hui, dans nos lois, ben, il y a l'autorisation de l'avortement, donc c'est quelque chose qui est tout à fait légal, c'est pour ça qu'on peut condamner personne. Hein. Mais est-ce que c'est pour autant une bonne chose? Non. Le jour où on passera du paradigme matérialiste au paradigme spiritualiste, le jour où ces choses-là seront mieux comprises, ben c'est sûr, la loi, elle sera modifiée pour être mieux en adéquation avec les lois naturelles. Mais ça demande encore un peu de temps. Ça demande encore un peu d'évolution. Ça demande que on change de ce paradigme matérialiste vers un paradigme spiritualiste.
hein, parce que l'embryon vu comme une chose ou l'embryon vu comme un être humain, ben forcément, on n'arrive pas aux mêmes conséquences sur ce qu'il faut faire ou sur ce qu'il ne faut pas faire derrière. Et ça viendra avec le temps, de façon naturelle. Donc nous, on en parle sans condamner personne. Faut être autant quand vous êtes au Brésil où là-bas, évidemment, l'avortement est interdit. Alors ils utilisent des mots forts. Ils disent l'avortement c'est un crime, etc. Mais ici en France, on peut pas utiliser ce genre de vocabulaire. On peut pas. Ce serait un manque de charité de condamner toutes ces personnes qui ont commis déjà des avortements ou qui les ont encouragés. Sans connaissance de cause, quoi. Il faut laisser le temps pour que, par la réflexion, les personnes arrivent à ces conclusions et à ces constatations. Charles, moi, j'avais juste une question par rapport à des couples spirites. Oui. Souvent, le choix de l'esprit qui va venir s'incarner, il est inconscient, mais est-ce que le choix de l'esprit qui va s'incarner peut être conscient? Alors, oui, alors, quand on dit qu'il est inconscient, ça veut dire que dans la programmation de la réincarnation, l'esprit qui veut se réincarner demande l'autorisation, entre guillemets, ou l'accord de l'esprit des parents qui sont déjà incarnés. Alors, ça peut se faire avant l'incarnation, c'est-à-dire les esprits qui seront les futurs parents se réincarnent, et dans le programme de la réincarnation, ils vont dire, je vais avoir tant d'enfants, et puis c'est tel esprit qui va venir comme enfant. Donc le choix, il peut être fait avant de se réincarner. Ou alors, vous avez un exemple dans Je me suis tué, qu'est-ce qui s'est passé après, là, le livre qui est sorti récemment, là, chez Jean-Pierre, où c'est pendant le sommeil des parents que l'esprit qui veut se réincarner demande leur autorisation, ou demande en tout cas l'autorisation de la mère de se réincarner en lui disant, attention, je vais avoir un cancer des voies digestives jeune, et puis je vais me désincarner jeune. Et la mère qui dit, l'esprit de la mère qui dit, je sais, mais j'assume, je suis d'accord, ce sera aussi utile à mon avancement à moi, donc oui, je veux bien que tu te réincarnes. Donc, tu vois, quand on dit que le choix est inconscient, c'est vrai que si tu parles de l'inconscience, par exemple, est-ce qu'on en a conscience à l'état de veille maintenant, non, mais on a souvent inconsciemment, dans notre subconscient, dans notre esprit, fait ce choix. Après, tu as des personnes qui gardent quand même dans leur conscience. Combien de fois j'ai vu des personnes qui disaient j'ai l'impression que je suis enceinte, surtout les mamans, quoi, et qui effectivement après le sont, mais elles le savaient en fait tout au début, quoi. Et souvent, je vois d'autres personnes qui disent, qui voient une personne qui est enceinte devant eux, elles disent ah, bah, ça c'est un garçon, c'est une fille, avant même que ça ait été détecté par les ultrasons, voyez. Donc, tout ce qui est dans notre inconscient peut à un certain moment venir dans le conscient. Et il y a aussi des cas où les réincarnations sont annoncées à l'avance. Donc, dans le chapitre du livre La réincarnation de Delanne, il y a un chapitre entier sur les réincarnations annoncées à l'avance. Un esprit qui va dire je vais me réincarner dans telles conditions, avec telles caractéristiques, etc. Et que donc, effectivement, il y a une naissance qui se fait et toutes les caractéristiques qui avaient été annoncées à l'avance se réalisent. D'accord? Donc, ça peut être un autre cas donc, où la réincarnation peut être présente dans le conscient. Moi, je te parle en fait d'un médium, qui a une médiumnité développée qui peut entrer en relation avec le futur enfant, quoi. Alors, bon, il y a forcément un lien très étroit entre l'esprit qui se réincarne et l'esprit de la mère, puisqu'ils cohabitent au moins pendant 9 mois. Donc là, il y a des liens qui sont extrêmement étroits, qui sont permanents pratiquement. Mais pas que avec la mère. Si par exemple le père est à côté et accompagne de près, il peut y avoir aussi ce lien avec l'esprit du père. Mais avec l'esprit de la mère, c'est quand même un peu plus privilégié puisqu'elle le porte en son sein, quoi.
dans son Je te roman. parle d'une négociation qui se fait avant la conception, quoi. Ah oui, alors par voie médiumnique, je ne peux pas te donner d'exemple comme ça, hein, ça me dit rien. Hein. C'est un cas, une situation intéressante, effectivement, qu'on pourrait demander aux esprits si ça existe. Mais en général, ça se fait pendant le sommeil, tu vois. Oui. Hein, et Mais là, c'est l'émancipation inconscient. naturelle de l'âme, quoi. Pendant la Apparemment, médiumnité, ça pourrait aussi se faire, c'est sûr. ouais, apparemment, c'est l'enfant qui choisit son prénom. Il choisit son prénom, il négocie ça pendant le sommeil, mais les parents ne sont pas conscients. Oui, mais ils vont le choisir quand même. C'est toujours pareil. Hein. C'est une fois que le programme est fait, hein, c'est Philippe Guillemont, le futur est déjà défini. Hein, et donc, du coup, ben, hop, ils vont choisir le prénom, quoi. Ça va même plus loin que ça. Hein. Il y a la rétrocausalité, c'est-à-dire qu'on peut changer le passé. Alors là, c'est particulier. Alors, la rétrocausalité, c'est le futur qui influence sur le présent. Changer le passé. Alors, il y a effectivement, je crois que c'est aussi dans cette expérience de Alain Aspect, où ils se rendent compte que la situation du présent, hein, en fait, le fait, par exemple, que tu observes ou pas une particule à un moment donné, comment dire, ça a une influence sur le passé de cette particule. Hein, alors, on est encore une fois dans la mécanique quantique. Hein, et c'est là où, pour interpréter ces phénomènes, ben, les scientifiques s'arrachent les cheveux, quoi, en disant, est-ce que c'est la conscience de l'observateur qui influe sur la matière? Hein, c'est le pouvoir de notre conscience sur la matière. Hein, c'est un sujet qui est assez débattu dans les milieux spirites et spiritualistes en général. Mais ça, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ne l'admettent pas, quoi. Après, il y a d'autres théories comme la double causalité, les variables cachées, etc., quoi. Donc, ou le fait que, alors, Guillemot, il l'explique différemment. Il dit que comme il y a plusieurs futurs qui sont possibles, hein, le fait qu'il y ait une observation fait que, tu vois, on peut effectivement agir sur le passé, hein, par le fait d'observer ou pas, par exemple, ce qui se passe. Bon, nous, on a une vision du monde qui est chronologique, quoi. C'est avant, maintenant, Temps après. linéaire, ouais. Mais, ouais, linéaire, ouais. Alors qu'apparemment, tout se passe en même temps. Donc, évidemment, là, à partir de ce moment-là, on ne peut plus comprendre, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a les théories des multivers et autres, hein, parce que une particule, par exemple, elle peut, vous prenez un électron qui tourne autour d'un atome, aujourd'hui on parle, c'est pas une boule qui suit une trajectoire linéaire, non, il a une probabilité de présence, c'est comme s'il clignote, et puis donc il y a tout un tas de solutions qui sont possibles, tu vois, c'est l'intrication quantique, comme on dit. Et l'effondrement quantique, c'est justement celui qui se produit à partir du moment où, bon, bah, tiens, je veux voir exactement où il est, et quand on observe, paf, là, il n'y a plus qu'une seule solution sur l'infinité de solutions, sur le grand nombre de solutions, qui reste. Hein, c'est celle qui a la plus forte probabilité. Et dès qu'on arrête d'observer, hop, ça revient de nouveau avec toutes les solutions qui sont possibles. C'est dans l'interprétation de ce phénomène quantique, hein, il y a toujours pas, on sait toujours. Alors, ce qu'ils disent, ils disent que toutes ces solutions possibles, en fait, elles existent, mais dans des univers qui sont parallèles. Vous voyez, les multivers, c'est une des interprétations possibles de ce phénomène d'intrication quantique et d'effondrement quantique. Hein, en disant toutes ces possibilités existent en même temps. Hein, mais nous, en fait, dès qu'on intervient, on est dans un seul. Tu vois, on n'est pas forcément dans des multivers. Parce qu'après, il y a des gens qui extrapolent en disant que ben, j'ai une infinité de vies en parallèle. Moi, le même esprit de Charles. Voyez. Et là, ça va un peu loin, quoi. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Bon,
est-ce qu'on peut vraiment généraliser de la physique des particules vers déjà vers l'infiniment petit, vers nous, hein, et de nous vers aussi l'infiniment grand quand on étend tout ça à l'univers, quoi. Ça me paraît un peu rapide, hein, on n'en est pas encore tout à fait là, hein. La théorie de grande unification, elle n'est toujours pas encore vraiment au point, hein, et la théorie des cordes n'explique pas tout. Les cordes, justement, qui relient les différents univers entre eux, etc. Voilà. Pour moi, il y a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Et je soutiens et je maintiens que ce progrès-là, il arrivera à partir du moment où la physique changera de paradigme. Ça partira d'un paradigme spiritualiste, qu'il existe des formes de matière différentes de ceux qu'on connaît. Et là, je pense qu'on avancera à grands pas vers la solution définitive, mais on fera un grand pas pour mieux comprendre toutes ces choses. C'est pour ça que c'est intéressant à lire ces bouquins. C'est parfois un peu, oui, je vous avoue, il y a des chapitres, j'ai dû les relire 2 fois pour vraiment comprendre. Et encore là, je me rends compte que j'ai un petit peu de mal à vous les expliquer parce que c'est vraiment des choses qui sont complexes. Mais bon, il faut passer par là. Il y a une expérience qui est sympa, qu'on peut retrouver sur Internet, c'est un billard quantique. Oui. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu l'as vu, non, mais il parle du billard, Guillemot. Il parle du billard. C'est très spécial parce qu'en fait, c'est un jeu de billard où les boules viennent du passé percuter d'autres boules. C'est un peu compliqué, quoi. Mais ce que dit Guillemot, il dit le billard, c'est quelque chose qui est matériel, on est bien d'accord, hein. Mais donc, il y a une balle qui va taper sur une autre balle, qui va taper sur d'autres balles. Donc, il y a tout un tas de variables qui jouent, c'est-à-dire comment se produit le choc, vous voyez, hein, si ça produit comme ça va partir par là, si ça produit comme ça va partir par là. Si la balle, elle a de l'effet, si elle tourne sur elle-même. Il y a tellement de phénomènes et tellement de variables que des physiciens, hein, de mécanique ont essayé de faire le calcul. Il y a l'élasticité de chaque balle sur le choc, qui joue sur le choc. Eh ben, c'est impossible. À un moment donné, ils se rendent compte que même si vous le faites avec 2 ou 3 boules seulement, à un moment donné, il vous manque des variables. Il manque des informations pour pouvoir calculer et prévoir exactement tout ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs un des arguments justement contre le déterminisme, en disant que à partir du moment où tu as tapé dans la boule, je calcule tout ce qui se passe au millimètre près, chaque boule, je vais tout pouvoir te déterminer. Eh ben non, c'est pas, dans le billard, c'est pas possible. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'informations. Hein, d'où ces questions, il y a forcément de l'information qui vient d'ailleurs, etc., quoi. Donc, et le billard quantique, à mon avis, c'est la même chose, mais encore plus complexe, hein, puisque en introduisant la mécanique quantique par rapport à la mécanique classique, on va encore plus loin. Mais bon, vous voyez, on l'a fait, hein. Vous l'avez tous fait, hein. On s'est tous réincarnés, vous êtes bien d'accord, hein. Ça paraît compliqué, mais on l'a fait. Nos parents, ma mère, merci, hein, m'a laissé naître. Je suis là. J'essaye de faire de mon mieux, on est ensemble, on est content, on a de bons moments, on apprend ensemble, voilà, ça vaut vraiment la vie vaut la peine d'être vécue, non, vous ne trouvez pas? Et on va recommencer, Charles, on va sûrement recommencer. On va remettre ça, ouais, autant de fois que nécessaire, hein, mais on va y arriver, hein. Hein? Voilà, c'est pas beau tout ça, hein? Bon. Oui, mais je trouve que quand on le sait, du coup, on peut progresser un peu plus vite. Ah oui. Moi, je reprends l'exemple. Vous savez, le jour où vous allez chez le médecin, tiens, il y a une analyse qui est bizarre là. Hein, on va faire une biopsie. Bon, on fait la biopsie. Et ensuite, le rendez-vous chez le médecin, c'est tagadagadagadagadak. Hein, mais non, je sais ce qu'il va me dire. Hein, et tu arrives devant lui, il te regarde dans les yeux. Ah, monsieur Kempf, j'ai pas une bonne nouvelle. Voilà. J'ai réussi à le prendre avec le sourire, hein, grâce à ce que tu viens de dire, Michel, tu vois, en disant, OK, mais vous savez, vous êtes encore jeune. Ah ben voilà une bonne nouvelle.
hein. J'avais 55 ans à l'époque. Donc, on ne peut pas laisser, il faut qu'on fasse quelque chose, hein. Vous auriez 75 ans, on dirait, bon, ben, on laisse, etc. Hein. Ah, vous êtes jeune? Ah, ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Merci, docteur. Hein. Et donc, bon, bah, OK, on fait quoi? Ben voilà, solution A, solution B, solution C. Bon, ben, on prend ça, hop, boum. Et tout ça avec le sourire, quoi. Hein. Pourquoi? Parce que ben, les moments arrivent. C'est comme si mon guide spirituel m'avait dit, ça y est, tu vois, tu l'avais choisi, on avait convenu ça au départ, le moment est arrivé, prends-le au mieux. Hein. Et vous voyez, ben là, ça fait déjà 10 ans presque qu'ils sont passés, je suis toujours là. Hein. Et c'est comme ça qu'on peut prendre les pires choses de la vie de façon positive. Et même s'il faut un jour retourner de l'autre côté, hein, en disant, bon, ben voilà, ça, c'est pas, on ne peut pas guérir de ça. Bon, ben ok, faut bien retourner de l'autre côté un jour, non? Faut bien se libérer de ce corps matériel. Hein. Avec ce paradigme-là, on prend tout de façon positive. On n'a plus peur de rien. Enfin, moi, voilà. C'est comme ça qu'on essaie de le prendre. Et du coup, bon, ben, on peut effectivement, comme tu le dis, avancer. Charles, si on accueille les gens qui sont spirites, on les accueille avec la fanfare quand même, hein, de l'autre côté. Hein. Fanfare, l'orchestre, tout quoi, en grand, quoi, on fait les choses bien. C'est dommage que tu lis pas le portugais, mais il y a un livre qui est intéressant, hein, qui s'appelle, le titre c'est Voltei. Voltei en français, ça veut dire je suis revenu. Et ça raconte la désincarnation d'un des principaux dirigeants spirites au Brésil, hein, de la Fédération Spirit brésilienne. Et quand il raconte les premiers moments, bah, c'était pas la fanfare, hein, c'était pas vraiment ça. Hein. C'était plutôt du genre Do Solar, tu vois, d'André Louis, que la fanfare. Hein. Et oui, tu aurais pu faire beaucoup plus de choses que ce que tu as fait, hein, tu vois. Je suis déçu, là, quand même, franchement. Ah, bah, il ne faut pas se faire ça serait quand même d'illusions. mieux, non? Moi, je ne vends pas du miracle, hein, les gars. Moi, Par contre, il y bah, en a ça qui va. ont bossé toute leur vie. Ceux-là, effectivement, ça se passe bien. Et les indulgences, tu n'as pas des indulgences à nous vendre? Ah bah si. Faites au mieux, ayez la conscience tranquille et ça se passera bien. Non. Voilà. Et vous en avez plein d'exemples hein, dans Le ciel et l'enfer, deuxième partie. Ouais, même si on se retrouve dans le seuil, on peut le prendre avec humour, hein, ça n'empêche pas. Hein. Ouais. Au moins, on sait déjà ce que c'est. Hein. Ah bah ça y est, j'y suis. Hein. Bon, comment il faut faire pour sortir? Bon, bah faut élever notre âme, penser fortement à Dieu, et puis d'un coup, hop, il y a un petit bonhomme blanc qui va venir nous chercher. Hein, on arrivera bien à s'en sortir, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Voilà, bon, donc la semaine prochaine, on verra pourquoi passer par la période de l'enfance et pourquoi l'oubli du passé. Sinon, écoutez, moi je vous souhaite un excellent dimanche. On va aussi remercier les bons esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous pour nous aider à réfléchir à toutes ces questions. En espérant que tout ça, ça puisse nous aider, toutes ces informations puissent nous aider à avancer vers le bonheur, puisque c'est le seul but du spiritisme, hein, c'est de nous aider à devenir meilleurs, de trouver les bons arguments pour aller sur le chemin du bonheur, surmonter toutes les difficultés naturelles de la vie. Voilà, on espère de même pour les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà, merci infiniment. Hein, excellent dimanche, excellente semaine, et puis ce sera un plaisir de continuer la semaine prochaine. Merci Charles. Bon dimanche. Merci Charles. Bon dimanche. Bonne semaine à tous. Bon dimanche.